En France, il a depuis longtemps dépassé l'auteur essentiel pour devenir incontournable. On lui prête une certaine fixation de notre langue et bien d'autres choses encore. Il s'agit bien évidemment de Molière, mais nous avons déjà parlé de lui. Cette fois, nous allons surtout parler des femmes dans ses œuvres. Ce sera non exhaustif, sans surprise, mais nous allons tenter de nous y atteler et il y a de quoi dire. Avant toute chose, il est évident que je ne peux pas parler ici de toutes les pièces de Molière, certaines d'entre elles ne seront donc pas ou peu mentionnées. Don Juan, par exemple, ne fera pas partie des pièces citées ici, puisque le personnage d'Elmire n'a pas été imaginé par Molière, qui n'est pas à l'origine du mythe. Je ne parlerai pas non plus de pièces comme les Fourberies de Scapin ou L'Avare, dont l'étude ne serait pas pertinente par rapport au sujet qui nous intéresse. Une chose est importante à rappeler. À compter de la Renaissance, la place des femmes socialement ainsi que sur la place publique est un sujet qui passionne, les hommes surtout, et principalement les religieux. Chacun y va de son interprétation sur le sexe faible des femmes, sur leur nature fragile qui leur vaut d'être reléguée à un plan annexe sur toutes les questions, y compris celles des enfants. Il n'est pas tolérable qu'une femme décide de quoi que ce soit, manifeste le moindre désaccord avec son mari, ou encore pire, qu'elle choisisse elle-même son propre époux. Mais les choses commencent à bouger en 1629 avec la professionnalisation des actrices. Ne nous leurrons pas, une actrice à cette époque se donne en coulisses autant que sur scène. Mais leur présence impulse un renouveau au théâtre français, particulièrement lent à sortir de l'état comateux qu'il a traversé pendant la Renaissance. Un autre événement, plus difficile à situer dans le temps, est la montée en puissance de la galanterie. De nombreux traités vont être écrits sur la question et le rapport aux femmes va considérablement changer, même si c'est rarement dans le bon sens pour elles. La présence des femmes sur scène va pousser les dramaturges à revoir toute leur façon d'écrire. Effectivement, on n'écrit pas un personnage masculin comme on écrit un personnage féminin. Ils ne parlent pas pareil, ne se déplacent pas de la même façon. Les femmes peuvent à présent devenir objet de la représentation et donc sujet par elles-mêmes. Et enfin, les auteurs commencent à s'éloigner des sujets, disons, virils pour les aborder autrement ou pour aborder d'autres sujets eu égard à la pudeur féminine et à la galanterie qui monte en puissance. Bref, les femmes investissent ce nouvel espace du théâtre et contribuent grandement à son évolution. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. S'il y a désormais la femme actrice, alors il est temps de faire apparaître la femme spectatrice. Inutile de projeter sur le grand siècle des velléités qu'il n'avait pas. Cependant, il serait faux de prétendre que tout cela n'a eu aucun impact sur l'émancipation des femmes et sur leur accès par le théâtre à une éducation dont elles étaient jusque-là exclues. Comme souvent dans les périodes qui voient naître une nouvelle existence féminine sociale, la femme est à la fois fascinante et repoussante. La comédienne accepte tout à la fois de jouer la jeune ingénue mais aussi la maîtresse femme, en passant par la mauvaise, la manipulatrice et même l'adultère. Il semble donc normal, dans l'esprit commun, que celle-ci fasse preuve de la même duplicité en dehors du théâtre. Les femmes n'existent que par type. Le théâtre va s'emparer de cela et Molière va en faire une récurrence de son théâtre. Le XVIIe siècle va également voir l'avènement d'autrices qui vont se frotter par exemple aux essais ou aux mémoires. Si elles ne sont pas toujours vues d'un bon œil, ces femmes tiennent pourtant salon et attirent. Sur ces questions-là, la société se polarise. On ne peut pas vraiment dire qu'il y ait les pros et les antis. Personne ne se positionne de façon aussi évidente. Néanmoins, malgré les remontrances faites en privé, tout le monde se presse dans ces salons. Il importe d'y être vu et il importe d'y être entendu. On parle là, bien évidemment, des couches supérieures de la société, de celles qui ont accès à l'éducation. Pour les gens de plus basse extraction, la condition de la femme ne pose pas la moindre question. La cuisine, les enfants, et ça s'arrête là. Les premiers salons se tiennent dès le début du siècle, d'abord à la cour avant de s'exporter hors de celle-ci.
Le salon est un espace de liberté pour les femmes. Elles peuvent y discourir, elles peuvent y être entendues et cela est nouveau. Les contraintes sociales et religieuses qui pèsent d'ordinaire sur elles, sans être tout à fait étouffées, sont tout de même moins prégnantes lorsque ces femmes tiennent salon. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, les portes d'émancipation pour les femmes sont peu nombreuses. Et on ne parle là que des jeunes filles dites bien nées. Une épouse, pour jouir d'un petit peu de liberté, peut espérer un mari très libre, absent, voire mieux encore, mort. Parvenir au stade de vieille fille pouvait représenter pour une femme éprise de liberté l'ultime salut. Pour en revenir à la galanterie, celle-ci va prendre de plus en plus d'ampleur, jusqu'à régir complètement les relations entre hommes et femmes, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Les femmes sont les objets de la galanterie et les hommes sont tenus de la respecter. Pour autant, ne soyons pas naïfs, si un homme ne respecte pas la galanterie, la faute sera rejetée sur la femme, comme c'est commode. Les salons, eux, plaisent et déplaisent tout autant. Il y est grandement question de remettre en cause les normes établies, de critiquer le mariage arrangé et donc l'institution même du mariage, ou encore de repenser les rapports entre hommes et femmes en questionnant l'infériorité naturelle de la femme. On l'imagine aisément, quel scandale! Le concept de la raison, si cher aux philosophes, émerge à ce moment-là. Il s'agit d'être mesuré en toutes choses pour vivre élégamment sur les deux terrains que sont la bienséance et les convenances. Molière traite avec brio le principe de connivence avec son public. Comme quand je vous parle là, directement en vous regardant dans les yeux. Il utilise la culture et des références communes pour fabriquer de toutes pièces des parodies destinées à susciter le rire chez son public. Et c'est précisément ce qu'il fait avec les précieuses ridicules et les femmes savantes qui, contrairement à ce qui a été dit, n'ont pas été écrits pour tourner en ridicule quoi que ce soit, pour la simple et bonne raison que ces personnages n'existaient pas dans la vraie vie. Molière fabrique de toutes pièces ces femmes et porte haut leurs traits les plus détestables et les plus risibles, dans un trait d'humour que saisissent les spectateurs qui partagent ces références pour en rire ensemble. À sa manière, Molière a contribué à une avancée significative de la réflexion sur la place des femmes dans cette nouvelle société galante qui voit le jour. Ces questionnements se posant déjà dans les salons, il a décidé de les inviter sur les scènes des théâtres. Ainsi, on trouve la question de l'infériorité pseudo-naturelle des femmes dans des pièces comme L'école des femmes ou Les femmes savantes. Il aborde également celle de l'oppression exercée sur des femmes par des hommes dans des pièces comme L'amour médecin, L'école des femmes, Le Tartuffe ou l'imposteur, ou encore, bien sûr, Le malade imaginaire. Dans chacune de ces pièces, le personnage oppresseur, qu'il soit homme ou femme, car quoi de mieux qu'une femme pour en oppresser une autre, tient un discours passéiste destiné justement à aviver les fougues de la jeunesse dans un sens contraire. S'il s'agit souvent des hommes contre les femmes, on trouve aussi les vieux contre les jeunes. À ce titre d'ailleurs, les femmes savantes peuvent faire figure d'exception, puisque c'est par sa propre sœur qu'Henriette est le plus rudement rappelée à l'ordre. Pas que ça lui fasse beaucoup d'effet, ceci dit, puisqu'Armande à elle seule ne peut rien pour contrecarrer les désirs de sa sœur, elle n'en a pas la possibilité. Mais à défaut de ne pouvoir le faire elle-même, elle se réjouit que d'autres le puissent à sa place. Ainsi, dans la première scène de l'acte 1, elle déclare « Mais vous qui m'en parlez, où la pratiquez-vous ? De répondre à l'amour que l'on vous fait paraître, sans le congé de ceux qui vous ont donné l'être, sachez que le devoir vous soumet à leur loi, qu'il ne vous est permis d'aimer que par leur choix, qu'ils ont sur votre cœur l'autorité suprême et qu'il est criminel d'en disposer vous-même. » Ramenant sa sœur en sa piètre qualité de fille dévouée à ses parents, c'est Armande à cet instant qui tient le discours passéiste habituellement tenu par des hommes ou en tout cas par des personnages plus âgés. Mais les femmes chez Molière sont rarement à court de ressources, comme on va le voir. Avant toute chose, il faut bien se rendre compte que les femmes, dans les pièces de Molière, se définissent toutes prioritairement par rapport à un homme. Mais pas que. Par exemple, dans Les femmes savantes, Henriette se définit soit dans son rapport de fille à son père, Chrysale, soit par rapport à Clitandre dont elle était prise, ou encore par rapport à Trissotin à qui elle se retrouve promise. Pour le malade imaginaire, Béline se définit principalement par rapport à Argan dont elle est la seconde épouse, mais aussi par rapport aux filles issues d'une première union. Elle est donc à la fois l'épouse et la belle-mère.
On peut aussi remarquer que les mères sont les grandes absentes du théâtre de Molière, plaçant ainsi de facto les filles sous l'autorité unique de leur père. On ne peut que supposer pourquoi. Peut-être une mère aurait trop de poids sur son époux et l'empêcherait de prendre une décision qui saboterait complètement l'avenir de la jeune fille. Cela dit, les femmes savantes font une fois de plus figure d'exception, puisque c'est la mère d'Henriette, Philaminte, qui tient à tout prix à la marier à cet imbécile de Trissotin. Mais généralement, pas de mère. Des belles-mères, oui, plus ou moins bien disposées à l'égard des jeunes filles issues de précédentes unions, mais des belles-mères tout de même. L'âge des actrices joue aussi dans ce choix. Un père peut arborer une quarantaine triomphante, même si, à l'époque de Molière, c'est déjà vieux. C'est d'ailleurs là-dessus que se tient l'un des ressorts dramaturgiques dans L'école des femmes, puisqu'Arnolphe, au début de la pièce, a 42 ans. C'est soit dit en passant l'âge qu'a Molière au moment d'écrire la pièce. Et l'ami d'Arnolphe, Chrysale, trouve qu'il est bien âgé pour se marier. Son âge fait d'ailleurs partie des choses qui font qu'Agnès va lui préférer Horace. Mais au final, rien n'empêche un homme d'avoir cet âge sur scène, surtout s'il a une fille en âge d'être mariée issue d'un premier mariage, et que son épouse est une seconde noce. En revanche, qu'un dramaturge puisse représenter une femme de cet âge, soit la quarantaine, serait un absolu scandale. Au théâtre, comme dans le cinéma d'aujourd'hui, ceci dit, la femme se doit d'être ou de faire jeune, puis vieille. Il n'y a pas d'entre-deux, vieillir n'est pas une option. Si nous prenons l'exemple de Tartuffe, la bienséance ne pourrait supporter qu'un homme soit concupiscent ainsi avec une femme de cet âge. Alors que si elle n'a pas la quarantaine mais qu'elle est nettement plus jeune, la scène devient comique. Entre le scandale et le rire, la frontière est mince. Mais revenons-en à cette question de la domination du père, notamment sur la question du mariage. Les filles sont totalement soumises, de par leur statut d'enfant, de par leur statut de fille, entendons par là que n'étant pas encore l'épouse d'un homme, elles appartiennent toujours entièrement à leur père, et de par leur statut social. Appartenir au sexe faible inclut une absence quasi totale d'éducation. Chacune d'entre elles exprime un désir différent de celui de leur père, le désir de mariage pour Lucinde dans L'amour médecin, ou le désir d'un partenaire différent de celui décrété par l'autorité paternelle. C'est le cas pour Marianne dans L'école des femmes, pour Angélique dans Les femmes savantes ou pour Henriette dans Le malade imaginaire. Dans tous les cas, les désirs de l'une sont toujours contraires aux désirs de l'autre. Et leur rapport de domination biaise dès le départ la possibilité d'une rébellion, soit parce qu'elles ne peuvent pas, soit parce qu'elles ne savent pas. Totalement dépendante d'un point de vue moral mais aussi financier et social, la rébellion signifierait pour elle une forme de mort, qu'il s'agisse d'une mort sociale ou d'une mort tout court, ce qui, à choisir en général, est préférable à la mort sociale. Et c'est là qu'entre en jeu la servante, celle dont le rôle est précisément de faire capoter l'union prévue par le père et dont la jeune fille ne veut pas. À ce titre, l'école des femmes fait figure d'exception, puisque la servante d'Arnolphe, Georgette, est encore plus bête que tous les autres personnages. Elle ne peut pas venir en aide à Agnès, dont la particularité est précisément de trouver seule son chemin vers la liberté. Certes, Horace, son prétendant, est là, mais c'est elle seule qui trouve et qui devine comment se cacher, comment mentir et comment à terme refuser l'homme dont elle ne veut pas. En revanche, Dorine dans Le Tartuffe ou Toinette dans Le malade imaginaire sont de vraies rebelles qui n'hésitent pas à utiliser face à leur maître aussi bien le rire, la ruse que la franchise. Si les jeunes filles des bonnes familles ont été élevées pour être toujours obéissantes en tout point, ça n'est pas le cas des servantes qui, bien que soumises socialement, le sont beaucoup moins lorsque la question des rapports de domination entre hommes et femmes s'approche de la question du mariage. La raison en est simple, ces servantes sont issues d'une longue tradition farcesque qui sert à favoriser le rire en 2 points. Le premier point, c'est que les domestiques n'ont pas la langue dans leur poche pour tout ce qui concerne la sexualité et le comportement des hommes dans le mariage. Ce type de sujet a toujours créé une connivence avec le public. Mais si, vous savez, le rire un peu gras là. Voilà, celui-là. Et ce rire-là, on le retrouve chez énormément d'auteurs. Shakespeare et Marivaux, ces 2 coquinous, l'utilisaient à tire-larigot. Le second point relève aussi d'un ressort comique assez simple. Assister à l'humiliation du maître grâce à la ruse du valet est toujours payant.
L'espace de quelques lignes, la domination ne se fait plus du tout de la même façon, et l'inversion des rôles ou des genres a toujours été un ressort comique efficace et assez courant. Ce qui est intéressant, c'est d'observer comment ces femmes s'unissent pour obtenir gain de cause, car, on le sait, un combat mené seul est souvent un combat perdu d'avance. C'est encore une chose intéressante à nommer. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil par vous-même pour vérifier, mais on peut observer que les hommes entrent et sortent librement de l'espace quand ils le veulent et comme ils le souhaitent, tandis que les femmes, elles, sont condamnées à être statiques. Évidemment, le cas d'Agnès est particulier puisqu'elle est volontairement maintenue enfermée. Mais de fait, les pièces se déroulent souvent dans la maison de ces femmes. Elles n'ont donc nulle part où aller et ce sont les hommes qui viennent à elles. Ou reviennent. Au début du Tartuffe, par exemple, Orgon rentre de voyage. Autre exemple, Clitandre et autres Valères passent leur temps à entrer et sortir de la maisonnée pour venir voir l'élu de leur cœur. Même Tartuffe ou Trissotin, pourtant membres de la maison, passent leur temps à entrer et sortir. Les femmes, elles, attendent. Elles ne peuvent rien faire d'autre que de passer d'une pièce à l'autre et d'attendre une visite. Seules les servantes voient un petit peu plus de paysage, mais elles sont rusées et sortent en désobéissant, ce que les filles et épouses ne peuvent pas se permettre. Les servantes occupent un rôle de messager, ce qui est très fréquent dans des pièces avant comme après. Coucou Shakespeare, coucou Beaumarchais. Enfin, comme on le sait, ces filles de leur père, dont la figure paternelle les considère dès le départ comme un objet à protéger sous cloche, parviennent, au fil de la pièce, à s'émanciper. Et on va pas se mentir, on sait ce qui les émancipe. Si on était naïf, on dirait que c'est l'amour. Après quelques recherches, on comprend bien vite qu'il est question ici davantage de désir que d'amour platonique. Au XVIIe siècle, des écrits jugés obscènes circulent sous le manteau, c'est-à-dire qu'ils sont vendus en sous-main et évidemment en toute illégalité. Parmi ces écrits, on va trouver des textes qui parlent sans détour du désir féminin. Il faut savoir que le désir féminin est tu depuis le début de la Renaissance. C'est à ce moment-là que tout ce qui concerne de près ou de loin la sexualité des femmes a été passé sous silence. De fait, l'arrivée sur un marché caché de textes traitant justement de ce sujet-là est très nouveau. Et comme toute nouveauté, elle est moustille. Chez Molière, comme chez d'autres à sa suite, l'émancipation des jeunes filles se fait par le désir. Elles ont toutes l'âge d'un corps qui s'éveille et sont attirées par l'aspect charnel des relations maritales. Bien sûr, Molière ne l'écrit pas aussi frontalement que je ne le dis là, mais on peut quand même s'en rendre compte assez facilement. À ce niveau, Henriette dans Les Femmes savantes est probablement celle qui s'en cache le moins. Dans la première scène, voici ce qu'elle déclare à sa sœur. « Habitées par l'essor d'un grand et beau génie, les hautes régions de la philosophie, tandis que mon esprit, se tenant ici-bas, goûtera de l'hymen les terrestres appâts. Ainsi, dans nos desseins l'une à l'autre contraires, nous saurons toutes deux imiter notre mère. Vous du côté de l'âme et des nobles désirs, moi du côté des sens et des grossiers plaisirs. Vous aux productions d'esprit et de lumière, moi dans celles, ma sœur, qui sont de la matière. » Belle motivation pour se marier, n'est-ce pas ? Agnès, elle, présente les choses de façon plus candide, mais qui laisse assez peu place à l'imagination lorsqu'on y prête attention. Il jurait qu'il m'aimait d'un amour sans seconde, et me disait des mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Toujours est-il que ce retournement des femmes d'objets désirés à objets désirants ne rend malheureusement pas leur tuteur beaucoup plus sympathique. Arnolphe menace physiquement Agnès de la même manière qu'Argan avec sa fille Angélique. Et aucune d'elles n'est en capacité de se défendre, tout d'abord physiquement bien sûr, mais aussi socialement. Il faut également se rendre compte que si ces pièces finissent bien de prime abord, une question reste en suspens. Pour qui finissent-elles bien ? Si l'on regarde bien, les femmes passent d'une domination à une autre, de celle d'un père à celle d'un époux, tout est pris soit-il. Elmire, dans Tartuffe, se voit certes débarrassée d'un dévot hypocrite et concupissant, mais reste soumise à la volonté d'un mari qui ne sortira pas indemne de l'épreuve qu'il vient de traverser. Alors, la recherche d'une forme de liberté est tout à fait intéressante, mais quel prix paient-elles pour toucher du bout du doigt une liberté qu'elles n'atteindront jamais réellement ?
Le but n'est évidemment pas d'être pessimiste, mais la question, il me semble, mérite d'être posée. Comme dans bien des pièces, les femmes s'en sortent grâce à la langue, au langage et à la façon qu'elles ont de le manier. Ces femmes, comme tant d'autres, sont rarement écoutées. Les hommes les entendent vaguement, comme un bruit de fond. Ils ne sont pas prêts à écouter, ils ne le veulent pas. De fait, les femmes ont appris à se taire, mais aussi et surtout à doser et à calculer leurs paroles pour qu'elles arrivent aux hommes au bon moment. De fait, leur ultime solution réside souvent dans une forme de théâtre, ou en tout cas une forme de mise en scène. Car quoi de mieux pour qui ne veut pas voir que de lui mettre sous le nez la situation qu'il refuse justement de voir. La ruse est violente, notamment pour Orgon, mais elle fonctionne. Ces hommes, qui n'écoutent pas les femmes, sont contraints et forcés d'admettre la réalité qui se déroule implacablement devant eux. Au théâtre, c'est souvent le théâtre qui est la clé de tout. Pour finir sur une note positive, notons tout de même qu'il n'y a pas de rapport de domination entre les femmes et leurs frères ou oncles. Ce sont des scènes où la parole des femmes se déploie, libres d'entraves dont elles ne peuvent se défaire habituellement. Ces hommes, toujours du côté de leur nièce ou de leur sœur, vont faire leur possible pour leur venir en aide. Ils ne les remettent pas en cause et ne les soumettent pas à quoi que ce soit. Ils proposent leur aide, mus par un amour sincère et désintéressé qui ne peut s'exprimer que dans un rapport fraternel ou d'oncle à nièce. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à nous laisser un petit pouce bleu, enfin anciennement bleu, maintenant l'air, bref, vous voyez duquel je parle, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on surveille tout ça de près. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.